Bienvenue sur Al Janoubia TV, bienvenue dans l'émission L'Entretien. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le grand maître de la Grande Loge de France, Philippe Charuel. Bonjour, grand maître, bien, Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on voulait vous poser en fait pas mal de questions sur ce qu'est la franc-maçonnerie, sur son projet, sur son rapport avec le monde musulman. Alors, première question que je voulais vous poser, Philippe Charuel, quelle est la qualité essentielle pour vous pour entrer en franc-maçonnerie? La sincérité. Si je devais rajouter deux mots, je dirais la loyauté et puis la volonté. Voilà. La volonté, le courage dans l'engagement, bien évidemment. On ne rentre pas en franc-maçonnerie pour voir, mais on rentre parce qu'on a des convictions. Et pour faire quoi? Pour faire quoi? Alors, si on voulait résumer ça en deux phrases, on dirait essayer de trouver ses propres réponses à la question du sens de notre vie, et conscient de nos nombreuses imperfections, avoir envie de travailler pour les améliorer, pour grandir, dans une idée de dépassement de soi. Le dépassement de soi est intéressant dans la démarche maçonnique, qui est une réelle démarche de travail sur soi-même. Vous diriez que c'est une philosophie de vie et de vie en groupe? Alors moi personnellement je l'aime, mais vous savez je suis comme les autres avec mes nombreuses imperfections. Je dirais simplement que ma démarche maçonnique entreprise il y a 33 ans déjà m'a ouvert les yeux sur de nombreux sujets. J'avais souvent des idées, on dira surtout des idées cafées de certitude, et puis progressivement, en écoutant les autres, des sensibilités qui n'étaient pas les miennes. Il ne m'était pas forcément d'ailleurs confortable de les accepter comme telles, mais elles ont été invitations pour me projeter vers un développement de ma perception dans tous les sujets de la vie. En me disant simplement que parce que quelqu'un ne pense pas comme moi, n'a pas les mêmes bases culturelles que moi, il peut avoir vu justement un certain nombre de choses et moi me cantonner dans une certaine errance. Donc il est important de prendre de l'autre en soi. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a, pendant des années, peut-être même depuis sa naissance, la franc-maçonnerie a souffert d'une réputation, d'une mauvaise presse, due peut-être à un certain culte, parle-t-on, du secret. Et aussi, avec cette idée, et ce sera ma question, cette idée que la franc-maçonnerie serait contre les religions, contre la religion, contre Dieu. Voilà, alors tout d'abord, il faut faire un distinguo. Les choses ne se sont pas passées de la même façon dans les différents lieux sur la planète. Parlons plutôt de la maçonnerie française, et là on est tout à fait dans ce que vous venez de développer par vos questions. Effectivement, en France, la franc-maçonnerie a souvent souffert d'un certain rejet. Tout simplement parce que la franc-maçonnerie, notamment la Grande Loge de France, n'a jamais voulu être inféodée à aucun système. Donc, par exemple, tout au long du 19e siècle, les francs-maçons de la Grande Loge de France ont été quasiment contre tous les pouvoirs en place, contre l'empereur Napoléon Ier, comme l'empereur Napoléon III, qui voulait un petit peu mettre une chape de plomb sur la franc-maçonnerie, l'unifier et puis la diriger, la contrôler. Et nous, les francs-maçons écossais, comme on nous appelle, de la Grande Loge de France, nous n'étions pas du tout d'accord et nous avons dit non et nous avons eu gain de cause de toute façon. Et ce culte du secret, il est réel ou aujourd'hui c'est plutôt ouvert? Vous avez plutôt des activités qui sont publiques? J'ai envie de vous répondre, il est réel. Mais le secret, il faut savoir très rapidement le diviser en trois parties. La toute première, c'est le secret d'appartenance. Pourquoi un secret d'appartenance? Pour ne pas révéler le nom des autres francs-maçons, c'est même une faute, avec le droit de révéler sa propre appartenance, bien entendu, mais pas celle des autres, parce que simplement les francs-maçons français ont, tout au long de l'histoire, subi un certain nombre de persécutions, la plus belle d'entre elles étant entre 1939 et 1945. Certains, notamment tous les fonctionnaires, ont perdu leur emploi par le gouvernement de Vichy, Pétain, et puis d'autres ont perdu la vie en partant à Mauthausen, à Auschwitz, dans les camps de concentration,
ou sont morts devant un peloton d'exécution parce qu'ils avaient pris fait et cause pour la résistance, car les idées de la résistance étaient en parfaite conformité, adéquation avec celles de la franc-maçonnerie. Alors ça, c'est le secret d'appartenance, tout le monde le comprendra. Nos amis anglo-saxons aux États-Unis ont du mal à le percevoir parce qu'ils n'ont pas subi le même type de persécution et ils ne prennent pas du tout les mêmes précautions. Ils affichent ouvertement leur qualité de franc-maçon. C'est même un groupe plus. J'arrive des Indes et l'Inde, avec toute l'influence anglaise que les Indes ont eue, aujourd'hui, les francs-maçons ont construit des hôpitaux, des tas de choses dans le pays, et marquent simplement hôpital, maçonnique, etc. Ils ont financé hôpital d'enfants, etc. Chose impossible ici. Nous, lorsqu'on fait des choses identiques, voire le financement d'un hôpital, on se cache, on ne le dit pas qui a financé, parce que derrière, ça ne serait pas perçu de la même façon. Alors ça, c'est le premier secret. Le deuxième secret, c'est le secret du contenu. Vous savez que dans nos cérémonies, il y a un rituel, alors comme dans toutes les religions, vous avez un rituel d'ouverture, de fermeture, etc. Et nos travaux, les travaux de réflexion, se déroulent au sein de ce rituel. C'est-à-dire on ouvre d'une certaine façon rituelique, on fait nos travaux et on ferme d'une autre façon rituelique. Et tous ces rituels, y compris les rituels de passage de degré en degré, doivent demeurer secrets tout simplement par le respect de ceux qui ne sont pas chez nous, qui peut-être un jour décideront d'y rentrer, et qui devront profiter du plaisir de la découverte. J'en ai moi-même profité il y a 33 ans. Ça m'aurait été très désagréable qu'on me raconte tout avant même que je vive cette magnifique cérémonie. Voilà. Et puis le troisième secret, le seul à mon avis qui a de l'importance, Casanova, l'aventurier vénitien qui était franc-maçon, initié à Lyon avant la Révolution, qui a d'ailleurs écrit de très beaux livres. On dit toujours l'aventurier vénitien, mais c'est avant tout un auteur sur le plan littéraire qui est exceptionnel. Et dans ses mémoires, il y a un chapitre entier qui est destiné à son initiation. Et il nous dit le secret du vécu est incommunicable. Celui d'entre nous francs-maçons, qui voudrait le révéler, ne nous ferait courir aucun risque. Parce que simplement le fait de penser pouvoir le révéler, c'est qu'il ne l'a ni reçu ni compris. Et on prend des tas d'exemples de la vie, on pourrait prendre l'amour, etc. L'amour ne se traduit pas par des mots ou des récits, cela se vit. Cela se vit, oui, tout à fait. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a aussi cette idée que la franc-maçonnerie est contre la religion? Alors, elle ne l'a jamais été. Elle ne l'a jamais été à tel point qu'avant la Révolution française, dans nos loges, il y avait moult prêtres. Les trois corps étaient représentés à peu près avec équilibre dans nos ateliers. Il n'y avait pas de problème. Et puis, la franc-maçonnerie a pris de l'ampleur régulièrement, et notamment dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la franc-maçonnerie comptait dans ses rangs quasiment toute l'élite du pays. Ce qui gênait la religion catholique, qui perdait de l'influence régulièrement. Or, il était facile, notamment dans les campagnes, où tous les gens ne bénéficiaient pas peut-être suffisamment d'informations, de leur faire avaler toutes sortes de sornettes, messes noires, sacrifices humains. Enfin, plus c'était gros, plus ça passait. Et les francs-maçons, justement, par ce secret, ne voulant pas se dévoiler, ne répondaient pas à cela. Et progressivement, il y a eu une partie de la franc-maçonnerie qui s'est radicalisée contre la religion catholique, ce qui n'a pas été notre cas, nous, francs-maçons de la Grande Loge de France. Et puis la religion catholique a continué à sortir un certain nombre de choses qui n'avaient pas de sens. Aujourd'hui, tout a changé. Nous recevons, notamment la Grande Loge de France, dans nos temples, dans le grand temple rue Puteaux à Paris, des évêques, des archevêques, mais aussi des représentants des autres religions, des imams, des rabbins, des représentants de la spiritualité bouddhiste, etc. Et parfois le même jour. Et sur un thème donné, chacun va apporter sa sensibilité, celle de sa religion, de sa spiritualité, et la franc-maçonnerie de la Grande Loge de France apportera aussi la sienne. Et c'est ouvert au public, et cela plaît énormément à tout le monde. Donc on s'entend très bien. Il y a d'ailleurs dans notre effectif des croyants, des non-croyants, des adhérents à la religion catholique qui vont régulièrement à l'office le dimanche, au culte musulman, au culte juif, etc. Et puis des gens qui n'ont pas de religion particulière. Cela ne nous regarde pas, ça fait partie de la sphère privée. Lorsqu'on est en maçonnerie, justement, ce qui compte, c'est rassembler toute cette diversité, tant sur le plan religieux, spirituel, politique, toute forme de sensibilité, et d'avoir un débat qui soit le plus riche possible par sa diversité. Alors, quand je vous entends, j'ai le sentiment que finalement, cette mauvaise presse qu'a eu la franc-maçonnerie, elle naît d'un certain agacement, on pourrait dire plus même,
de l'Église catholique qui se voit perdre du terrain, perdre de l'influence. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous avons encore en France quelques attaques de ci, de là. Dans tous les cas, elles ne viennent pas de la religion catholique. Elles ne viennent pas d'ailleurs d'aucune religion dûment constituée, ça se passe bien avec tout le monde. Elles viennent de groupes extrémistes. Voilà. Alors, extrémistes religieux, qui n'ont rien à voir avec la religion qu'ils prétendent défendre. Mais comment vous expliquez ces attaques ? Il est toujours important d'identifier un mouton noir et de lui faire porter le chapeau de tout ce qui ne va pas, tant sur le plan économique, sur le plan des cohabitations des communautés, etc. Il est facile de raconter tout et n'importe quoi. D'ailleurs, cela fleurit dans les blogs. Attention, je n'attaque pas tous les blogs en masse. Il y a des blogs qui nous donnent des informations très intéressantes, de la vraie information. Mais il faut savoir faire le tri, parce qu'il y a aussi une partie d'intox qui est impressionnante. D'ailleurs, tout ce qui va parler des Illuminati, c'est vraiment n'importe quoi. Alors nous, ça nous fait rigoler, parce qu'on se dit, plus c'est gros, plus ça va passer. Ce qui est grave, c'est qu'un certain nombre de jeunes ne vont pas les passer au tamis de leur propre discernement, essayant de faire la part des choses et surtout essayant de vérifier les fausses informations que l'on leur donne pour se rendre compte qu'on les abuse. Et ils valident tout et n'importe quoi. Sur cette question, vous avez dit un mot extraordinaire. Les Illuminati, c'est devenu enfin, il y a des jeunes qui croient plus dans les Illuminati qu'en Dieu. C'est les Illuminati qui gouvernent le monde, c'est eux qui décident de tout, c'est même plus Dieu. Ils vont être déçus quand ils vont savoir que ça n'existe pas. Mais ça vient de quoi? Le mot tout d'abord. Ouais. Avant la Révolution française, en Allemagne, en Bavière notamment, il y avait une société qui s'était composée, qui s'appelait les Illuminés de Bavière. Société d'intellectuels, d'hommes politiques, enfin l'élite du pays, et qui avait participé notamment à faire naître un certain nombre de dispositions d'ordre économique, politique, social, etc., et qui avait donné de l'éclat au pays. Bon. Et cela avait intrigué un certain nombre d'intellectuels d'autres pays, de France, comme des gens comme Villermoz de Lyon, de Joseph Domès de Savoie, puisque la Savoie n'était pas française à l'époque, Casanova, Cagliostro, qui venait d'Italie, et bien d'autres encore, qui se sont rendus là-bas pour un petit peu comprendre comment ça fonctionnait. Et ce fonctionnement influençait la maçonnerie à l'époque. Le mouvement des Illuminés de Bavière n'a jamais existé en France, n'existe pas à aucun endroit. Depuis la Révolution, il n'y a plus rien qui est en place. Que quelques idées aient influencé peut-être l'évolution du monde, c'est possible, mais sans plus. Alors moi, par exemple, quand je suis un boulanger dans ma loge, alors quand je lui ai dit qu'il dirigeait le monde, il m'a dit, moi je dirige surtout mon four de boulanger, parce qu'à 3 h du matin, il faut que je sois debout. Si les gens ils veulent avoir du pain le matin quand ils se lèvent, mais c'est à peu près tout ce que je dirige. Donc ça nous fait toujours, nous, en interne, ça nous fait sourire. Seulement annoncer à des gens qui tous les jours, et je les comprends, qui souffrent dans une situation sociale compliquée, qui sont au chômage, qui ne sont pas toujours reconnus, qui sont parqués parfois dans des banlieues, ostracisés même, il faut employer le mot. Il est facile de les abuser parce que d'abord, on devrait leur proposer autre chose, une vie ô combien plus harmonieuse. Et puis là, on pourrait espérer aussi qu'ils ne gobent pas tout n'importe quoi à ce moment-là. Le fanatisme vient d'abord de la souffrance humaine. Et en cela, la franc-maçonnerie, la Grande Loge de France en particulier, nous voulons nous travailler, essayer de la diminuer un petit peu. Moi-même, je me suis déjà proposé, cela n'a pas encore été fait. Mais ça ne saurait tarder pour aller rencontrer ces jeunes de banlieue qui ne sont pas dans des conditions acceptables, essayer de parler avec eux, mieux comprendre leurs problèmes et puis essayer d'imaginer comment travailler pour ouvrir des perspectives de vie qui soient acceptables, parce qu'effectivement, on ne peut pas se plaindre et puis laisser les choses se détériorer petit à petit. Et c'est là le nid du fanatisme, le nid du terrorisme, qui vient de là. C'est-à-dire que si on ne s'attaque pas à la cause... Mais pardon, mais pourquoi c'est très vrai ce que vous dites, mais comment vous expliquez que cela n'ait pas été fait bien plus tôt, et qu'on attende que finalement il y ait des attentats horribles à Paris et ailleurs pour se rendre compte qu'il y avait un problème. Parce que notre monde est égoïste, parce qu'on a tout d'abord, nous occidentaux, cherché à développer notre économie pour développer nos propres richesses. On avait pour cela besoin de main-d'œuvre, et à l'issue de la décolonisation, on a encouragé cette main-d'œuvre étrangères à venir en France pour faire peut-être des travaux que les Français n'auraient pas fait, tout simplement, parce que les Français n'avaient pas forcément envie de cohabiter avec cette main-d'œuvre. On a parqué cette main-d'œuvre dans des cités qui sont devenues des ghettos, et progressivement, avec une situation économique se détériorant,
les perspectives d'évolution des jeunes naissants, de la deuxième, de la troisième génération, dans ces ghettos étaient quasiment nulles. Alors aujourd'hui, il faut reprendre le problème à la base, et puis il faut remonter les manches et puis essayer de faire bouger un certain nombre de choses. Sinon, ça continuera à se détériorer et le terrorisme continuera à évoluer. C'est-à-dire que tout commence par l'école. Moi, je crois en l'école. Alors, même si ça ne se passe pas très très bien dans nos écoles, Oui. je suis un défenseur, même c'est moi qui, je crois, l'annonçais la première fois à l'Assemblée nationale, lorsque les 4 grands maîtres des 4 principales obédiences étaient invités. Je suis pour l'enseignement du fait religieux à l'école. Qu'est-ce que c'est que le fait religieux? Ce n'est pas la religion. C'est en quoi les religions ont contribué à faire évoluer nos sociétés. Mieux connaître la religion qui correspond un peu à notre culture, c'est se protéger contre des informations qui n'en sont pas et qui pourraient nous éloigner de la réalité de cette religion. Je prends l'islam, par exemple. L'islam est une religion de paix. Mais ce n'est pas du tout ce que les opposants à l'islam, d'une part, et les jeunes qui sont abusés par des gourous annoncent. Dans les 2 cas, on nous annonce que c'est une religion de guerre, ce qui n'est pas vrai. Donc, à apprendre ce qu'est l'islam, son histoire, apprendre à tous les enfants qui étaient à Vissienne, Inrabi, Averroès, etc. Et donner peut-être à ce petit garçon, cette petite fille de 10 ans, conscience qu'il y a eu des hommes qui avaient la même religion qu'eux, les mêmes origines, la même culture, et qui ont fonctionné comme des luminaires pour le monde entier, qui sont encore appréciés comme tels. Je parlais d'Averroès, il a vécu en Andalousie, là-bas, à Cordoue. Il a fédéré toutes les populations juives, chrétiennes, musulmanes. C'est une harmonie totale. Cet homme est vraiment un exemple. Quand ce petit garçon, cette petite fille aura pris conscience de cela, il commencera à se poser la question, tout en rentrant dans l'adolescence, de se dire, est-ce que j'ai plutôt envie, demain, moi, de ressembler à un tel homme et d'être identifié dans le monde comme quelqu'un d'exception, ou est-ce que je vais fléchir face aux chimères que m'annoncent quelques groupes terroristes qui semblent dire, me proposent qu'un projet de mort. Ouais. C'est une vraie question. Et puis l'autre le petit chrétien, le petit juif, d'apprendre la religion de son petit copain d'école musulman, c'est mieux la connaître et se barder pour qu'on ne lui raconte pas n'importe quoi dessus par la suite. Et il en va de même dans l'autre sens pour la religion chrétienne, pour la religion juive, etc., pour toutes. Hein. Mais ça, c'est le vivre ensemble. La laïcité telle qu'elle est comprise, je le dis souvent, telle qu'elle est comprise aujourd'hui, empêche ce que vous dites. Telle qu'elle est diffusée aujourd'hui et que par les gens et qui pourraient donner un meilleur éclairage, le travail n'est pas forcément fait correctement. Comment vous pourriez, à votre niveau, qu'est-ce que vous pensez qu'il faille faire justement pour faire évoluer un petit peu cette interprétation-là et faire en sorte que ça fasse plutôt maintenant partie des solutions? Parce que dresser des murs comme ça juste pour en... Alors, l'éveil des consciences. Amusez-vous à regarder une petite fourmi là, qui est en train de transporter une miette de pain, vous dites c'est dérisoire. Et puis vous imaginez 1 milliard de petites fourmis, elles construisent une colline, et peut-être plus encore. Et bien c'est pareil, l'éveil des consciences, c'est-à-dire communiquer les idées pour que ce ne soit pas un homme, 2 hommes qui puissent donner une impulsion qui resterait derrière l'être morte, mais que ce soit des milliers d'hommes de plus en plus, voire des lois qui fassent bouger un peu l'école, et qui fassent en sorte que des milliers, des millions de personnes soient sensibles et que la vapeur s'inverse. Pour cela, je crois qu'il ne faut pas baisser la garde. Et ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'il faut renoncer. Je ne sais pas quel philosophe nous disait, le chemin n'est pas difficile, c'est le difficile qu'est le chemin. Je pense qu'il avait tout dit en cette phrase. Sauf qu'il y a urgence. Il y a urgence, et c'est pour ça que moi, personnellement... On ne peut pas se permettre encore, je ne pense pas qu'on puisse encore se permettre